Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Facebook Live de ma toute nouvelle émission Au cœur du sujet, où je vais interviewer autant des personnalités publiques, ça peut être des auteurs, des enseignants, des thérapeutes, pour apprendre à connaître l'humain, en fait. Hein, parce que, non pas ce qu'il fait, mais qui il est. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, même beaucoup d'entrevues, je dirais, par rapport à ce que ces gens-là font, mais peu par rapport à qui ils sont. Hein. Qu'est-ce qui les habite? Qu'est-ce qui est important pour eux autres? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être vécu même comme expérience, qui ont façonné un peu qui ils sont devenus aujourd'hui? Donc, je suis très heureux de vous dire que je vous ai préparé une belle liste de questions qu'on va explorer ensemble pour amener graduellement notre sujet un petit peu pénétrer dans son intimité, connaître davantage un petit peu c'est ça, sa qualité d'être et donc on va faire ça vraiment on va passer un beau moment ensemble, je dirais, en toute simplicité, en toute authenticité pour apprendre à connaître cette personne qui aujourd'hui, comme vous le savez, ça va être le docteur Jean-Jacques Charbonnier que j'ai la chance et le privilège de connaître personnellement. Donc, je peux vous dire, ça va être vraiment, je pense, une belle entrevue. Et si jamais parmi vous, il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas encore docteur Charbonnier, de façon générale, ben, c'est un médecin, réanimateur, anesthésiste de la région de Toulouse, en France, qui en fait a écrit 15 livres à ce jour et qui porte de façon générale sur le sujet, bon, sur les expériences de mort imminentes, qui a renommé les expériences de mort provisoire et qui touche un peu ce sujet-là. Et son tout dernier livre qui est Contacter nos défunts par l'hypnose, que je vais vous présenter juste ici comme ça, à côté. Voilà, donc Contacter nos défunts par l'hypnose, qui est son tout dernier livre. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous le commander. C'est un très, très bon livre. Et pour aujourd'hui, la façon que ça va se passer, ben, pour ceux qui me suivez, vous connaissez un petit peu, hein. Dans un premier temps, je vous dirais, j'ai fait un petit document qui a des ressources, hein, des liens de référence. Donc, je vais faire apparaître à l'écran. Vous avez juste à écrire le mot lien. S'il y en a parmi vous qui ne l'avez pas encore téléchargé, dans les commentaires, vous écrivez le mot lien. Vous allez pouvoir télécharger certaines ressources qu'on va faire référence dans le live et qui pourraient vous être des sources pour explorer davantage à propos du docteur Charbonnier. Dans un deuxième temps, si vous avez des questions, OK, si vous avez des bonnes questions pour docteur Charbonnier, à la fin, on va prendre une période, comme on fait d'habitude, de peut-être 3, 4, 5 questions, dépendamment, et je vais les poser à docteur Charbonnier à ce moment-là. Et aussi, si jamais dans vos amis Facebook, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui pourraient aimer regarder cette émission-là, ben, je vous invite à la partager plus qu'on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc, si ça vous tente de le partager, ben, ça va nous faire plaisir de pouvoir répandre cette belle information-là. Donc, maintenant, sans plus tarder, j'invite docteur Jean-Jacques Charbonnier à se joindre à nous. Bonjour Jean-Jacques, Bonjour Jean-Charles. comment ça va? Très bien, très bien. Et toi, Super, tu es en super. forme aussi? Oui, oui, oui. Un gros merci hein, de briser la glace, d'être la première personne qui fait partie de ce concept-là au cœur du sujet. Ben, c'est un Je pense honneur pour que... moi d'être ton premier invité. Merci infiniment. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Et je pense que ce type d'entrevue-là, c'est pas quelque chose qui t'est arrivé souvent par le passé, hein? Ben non, parce qu'on me pose toujours les mêmes questions et là, aller fouiller dans mon intimité, ce rôle psychanalytique, je pense que ça peut être intéressant, oui, pour mes lecteurs ou pour ceux qui viennent m'écouter en conférence. On ne connaît pas très bien l'homme finalement, on connaît plus le conférencier ou l'écrivain. Ben oui, et c'est pour ça que ça, je pense que ça va être très intéressant parce que comme, autant ceux qui te connaissent depuis longtemps, ben, ça va permettre justement d'avoir accès à des informations qu'on ne retrouve peut-être pas dans tes livres ou même dans certaines autres entrevues. Donc, ça va être très intéressant d'explorer ça avec toi. Donc, dans un premier temps, ben, la première question que j'aimerais aborder avec toi, c'est au niveau de ton enfance. Parce que l'enfance, souvent, ben, d'un, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas hein, par rapport à la majorité des personnalités connues de façon générale. Et c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut donner des influences
de même sur notre vie actuelle, comment que notre enfance a pu peut-être façonner. Fait que j'aimerais ça, la première question te poser, comment est-ce que tu décrirais ton enfance? Ah, tu fais vraiment comme les psys, toi, hein, tu cherches les clés dans l'enfance, mais c'est vrai. Je vais me mettre comme ça, là. J'étais un enfant, j'ai pas le divan. J'étais un enfant, je dirais, curieux. J'étais turbulent aussi, j'étais assez turbulent. J'étais assez espiègle, j'étais assez indiscipliné. Par contre, j'étais bon élève, ça c'est sûr. Et puis bon, j'avais pas trop de mérite parce que c'était ma maman qui était mon institutrice. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que je l'appelais madame. Je levais le doigt, je dis madame comme ça, et puis après j'ai maman quoi. Voilà, donc oui, j'étais cet enfant-là et curieux surtout parce que je posais des questions déjà, tu vois, à l'époque, je posais des questions sur la mort. C'est ce Hmm. qui m'angoissait le plus, la mort. Je demandais toujours qu'est-ce qu'il arrive au moment où on meurt, qu'est-ce qu'on va devenir, pourquoi je suis moi, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais là, voilà. Et ces OK. questions-là, elles étaient récurrentes et je les posais à tous les adultes, à tel point que le père de mon père, donc mon grand-père paternel, avait dit à son fils, écoute, c'est pas normal, il se demande pourquoi lui, c'est lui, tu devrais l'amener voir un pédopsychiatre parce que c'est pas normal qu'il pose autant de questions sur son existence, quoi. En fait, il y a un mot qui me manquait, c'était Oui. le mot conscience. Voilà. Ah. J'aurais dit aux gens, qu'est-ce que la conscience? Peut-être c'était moins surprenant. Mais là, Ouais, ouais, ouais. c'est une question récurrente chez moi et je pense que tous les enfants ont ces questions-là, mais on les évacue et les adultes évacuent ces questions. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, parce qu'il y a des façons moins dramatiques d'expliquer la mort aux enfants. Parce que nos sociétés occidentales, franchement, les solutions qu'elles donnent par rapport à la vie et la mort, c'est pas du tout satisfaisant. Même les religions, je trouve que c'est terrifiant même. Quand on te dit, eh ben, tu vas mourir et au moment où tu vas mourir, il faudra attendre le jugement dernier. Et là, on décidera si tu vas aller en enfer ou au paradis en fonction de si tu as été sage ou gentil ou méchant, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. puis moi, quand je demandais, mais c'est quand le jugement dernier, on me disait, ben, c'est quand tout le monde sera mort. Moi, vraiment, ça me faisait peur, ça. Ah Et très ouais. longtemps, j'ai eu peur du noir à cause de ça, parce que je Hmm. m'imaginais être dans mon cercueil, tu vois, en attendant que tout le monde soit mort pour être jugé. C'est terrifiant, ce qu'on propose aux enfants. On Ah s'en rend pas ouais. compte, mais c'est terrifiant. Et t'avais Donc, quel j'étais âge à ce cet enfant. moment-là? Oh, ben, j'étais dans les 6 7 ans, tu vois, c'est les Ah moments où ouais. on pose le plus de questions sur la mort et sur la vie, voilà, sur tout ça, quoi. Voilà, Ouais. Donc j'étais cet enfant, à la fois bon à l'école, mais très indiscipliné. Et j'étais régulièrement puni d'ailleurs. Parce Ah ouais? que, ouais, oui, parce que j'étais indiscipliné, je faisais le couillon, voilà, je faisais rire mes camarades, et voilà, j'ai jamais été très discipliné, même maintenant encore, ça me suit. C'est un des Et caractères qui m'a suivi. ouais, ouais, ouais. Et poursuivre par rapport à ce que tu mentionnes, ton livre, La mort expliquée aux enfants, est-ce que tu pourrais partager un petit bout de selon toi, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants quand ils posent cette question-là? Ben, il faut leur dire qu'il y a déjà des gens qui sont morts et qui sont revenus de la mort et qui ont fait des expériences. Et leur raconter ce qu'ils ont vu, c'est apaisant quand même. C'est beaucoup plus apaisant que de raconter qu'il faut attendre d'être jugé. Déjà, lire une ou deux histoires de ces personnes qui ont visité l'au-delà et qui sont revenues, vraiment, c'est considérablement apaisant par rapport aux angoisses de la mort, surtout quand on est un enfant. Donc, dans Ouais. ce livre, il y a des histoires simples, et puis il y a un concept simple par rapport à la vie et par rapport à la mort. Je leur fais comprendre que nous sommes un esprit incarné et que cet esprit continue sa vie au moment où le Hmm. corps s'arrête de fonctionner. Il y a Ouais, ouais, d'autres ouais. livres comme ça, il y a Paddy, le livre d'Amanda Castello aussi, qui est intéressant Oui, pour les enfants. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait traduire ce livre en italien, et je l'en suis infiniment reconnaissant de ça. Mais OK, tout ça, super. toute cette littérature-là, il faut que les parents lisent ça à leurs enfants parce que ça leur fera du bien, quoi. Ça leur montrera qu'il y a d'autres façons d'envisager la mort et donc la vie. Effectivement, effectivement. Et je sais pas, est-ce que tu as vécu quelque chose étant jeune
qui est, et peut-être pas, hein, je vais juste poser la question, vécu un événement étant jeune qui a même influencé ton développement, qui tu es devenu aujourd'hui? Oui, alors ça c'est un événement qui est assez connu puisque je en parle dans mes livres. C'est ce qui m'est arrivé à Lourdes à l'âge de 9 ans, Hmm. alors que donc j'avais une fracture très grave de l'épaule droite, c'est celle-ci, l'épaule droite. Ouais, Euh, le chirurgien qui s'occupait de mon épaule avait dit à mes parents que je resterais bloqué jusqu'à l'âge où je serai en âge d'avoir une prothèse d'épaule. Et mes parents étaient complètement désespérés de ça, plus que moi d'ailleurs, parce que moi, bon, mon épaule était bloquée, c'est tout, je m'en accommodais, ouais. mais j'avais vraiment un blocage, j'étais à 10% de flexion-extension, rotation externe, etc. J'étais limité dans tous les sens, mais je m'étais fait à cet handicap, et bon, et puis un jour j'ai voulu aller à Lourdes, mais je ne sais pas pourquoi. Et OK. à Lourdes, il m'est arrivé un truc incroyable, lorsque je suis arrivé pour prier Marie, au pied de ce rocher, ça dure quelques secondes, hein. J'étais au pied de ce rocher et j'ai prié Marie, mais pas pour mon épaule, parce que ça me semblait tellement dérisoire. J'avais été choqué par toute cette misère humaine qu'il y avait là, et j'ai demandé à Marie que tous ces gens soient guéris, tous les gens qui étaient là soient guéris, tellement ça m'avait bouleversé. Et là, j'ai Hmm. ressenti quelque chose sur mon épaule, comme un frisson qui s'est passé. Bon, j'ai OK. rien dit. Et on avait fait un long voyage en voiture parce que c'était pas à côté, Lourdes, de chez moi, et il fallait faire un long voyage, il n'y avait pas d'autoroute et tout ça. Et quand je suis revenu chez moi, quelques kilomètres avant d'arriver, j'ai senti comme une main de géant qui me prenait l'épaule, ça chauffait, et j'ai compris que je guérissais, que j'étais en train de guérir. Ah Et ouais. en fait, le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Donc, Wow. mes parents étaient fous de joie. Ma grand-mère qui nous avait accompagnés, n'en parlons pas parce qu'elle était très catho et merci, merci Marie, etc. Mais le plus surprenant, c'est que à la radio, il n'y avait aucune trace de fracture ou quoi que ce soit, puisque Ah le ouais. chirurgien a pris la radio et a dit, mais c'est incroyable, cette épaule, je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il n'y a même pas eu de fracture. Donc tout s'était rétabli, alors que l'épaule, la radio, elle ressemblait, ma tête d'humérus, là, elle ressemblait Ouais. à un hérisson. Il y avait des ostéophytes partout, tout était bloqué parce que il y avait du cartilage, il y avait des os qui s'étaient mal reconstruits. Voilà, donc c'était Ouais, une ouais, épaule ouais. qui n'était pas fonctionnelle. Et là, on retrouve une épaule fonctionnelle. Alors comment ça fonctionne, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a marché. Et je pense que Wow. les 70 miraculés de Lourdes, il doit y en avoir beaucoup plus, parce que combien il doit y Ouais. avoir de personnes comme moi qui ne disent rien, qui ça passe inaperçu, mais je pense que la guérison spirituelle existe, oui. Là, ça a été une Ouais. preuve pour moi absolue, quoi. Ouais. Et Et ça, je ça a trouve ça changé ma vie. intéressant. Ouais. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi que ça se soit passé alors que tu ne demandais même pas pour toi. Ah non, non, pas du tout. Je Ouais. pensais aux autres. Je disais, mais que tous ces gens qui sont là guérissent. Je voulais que tous ces gens. Ouais. Et voilà, il s'est passé ça sur mon épaule. OK. Super. Mm. Parfait. On va passer à d'autres questions. Puis pour ceux qui écoutaient, j'ai préparé une série de questions. Il n'y a pas nécessairement de suite nécessairement, mais ça va être comme compléter différents morceaux de casse-tête. Si on change de registre maintenant, euh, de toucher un petit peu les valeurs. Qu'est-ce que tu dirais qui est pour toi, qui est important pour toi dans ta vie? Peut-être vraiment deux, trois choses que tu dirais, ça, c'est important pour moi dans ma vie. Dans ma vie personnelle, ce qui est d'important, je crois que c'est le message des expérienceurs nous le disent. Quand ils Hmm. sont de l'autre côté, il y a un être de lumière qui apparaît et qui leur dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Ouais. Comment as-tu aimé les autres? Et je crois que c'est véritablement ça la mission terrestre. La mission terrestre, c'est de savoir aimer les autres, savoir partager, Mhm. les aider quand ils ont besoin de nous. Il n'y a pas d'autre mission. Les missions qui sont données par les parents au moment de l'enfance sont des fausses missions. On dit à nos enfants, si tu veux être heureux plus tard, il te faut bien travailler à l'école, comme ça tu domineras les autres, tu seras le chef, et tu auras beaucoup d'argent, tu feras ce que tu veux. Ben, on fait des générations de frustrés, parce qu'on Ouais. n'a jamais assez de matière, on n'a jamais assez de pouvoir, on a toujours un chef au-dessus de soi, donc on peut faire que des générations de frustrés comme ça. Donc je dirais que Mhm. c'est ça, les véritables valeurs d'une vie humaine, c'est savoir donner de l'amour aux autres. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, Ouais, de plus. en effet. Bon, Et
Oui, oui. Et je trouve ça intéressant parce que à un moment donné, quand j'avais bon, appris ces choses-là, j'avais fait une vidéo, 3 choses à savoir avant de mourir. Et effectivement, quand on arrive à vraiment, je ne sais pas si réaliser c'est le bon mot, mais de vraiment comprendre que il va venir un temps où on va se faire poser des questions sur, dans ce que les expérienceurs appellent la revue de vie, tu sais, comment as-tu aimé que tu fais pour les autres et que quand on réalise vraiment que c'est pas juste une croyance qui flotte, mais qu'on réalise que ça va se passer, ben, pour moi, personnellement, ça a changé quelque chose dans ma vie. En tout cas, donc je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça. Exactement. Et, euh, et quel serait pour toi, puis là, on va dans les trucs plus personnels, quelles seraient tes principales qualités et ce qu'on pourrait appeler les défauts ou les aspects améliorés chez toi? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors les qualités, il faut que je réfléchisse un moment. Non. Je pense être courageux. C'est une Être qualité. courageux? Ouais, je pense être courageux, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort. Donc à partir de là, j'ai peur de rien. J'ai pas peur Mhm. des autres, j'ai pas peur de la hiérarchie, j'ai pas peur, tu vois. Donc voilà. Je pense que c'est une qualité. J'aurais peur de la douleur, oui, parce que je suis pas spécialement courageux sur la douleur, mais peur de mourir, non. Ouais. À partir de là, on peut dire que je suis courageux. Ensuite, Et de quelle façon ça t'aide au niveau dans ta vie professionnelle? As-tu un exemple concret? Tu dirais que ce courage-là peut bah, je suis t'aide? courageux parce que je fais bouger les lignes. J'ai pas Hmm. peur de sanctions disciplinaires. J'ai pas peur de parler. J'ai pas peur de m'exprimer sur des sujets tabous. Euh, j'ai pas peur de monter des projets qui peuvent paraître fous. J'ai pas peur de me confronter sur des plateaux télé à des détracteurs. Ça m'est déjà arrivé. Vraiment, rien ne Ouais, me ouais, fait ouais. peur, quoi. Voilà. Ouais. Rien ne me fait peur. Alors, une qualité, mais c'est aussi un défaut. C'est aussi un défaut parce que d'être comme ça peut rendre quelqu'un cette espèce d'électron libre totalement indiscipliné. Ça peut paraître un petit peu dangereux pour certains. Parce que je Ouais, suis ouais. un électron libre, quelque part. Je n'appartiens au mouvement sectaire, religieux, philosophique ou quoi. Je suis inclassable. Et à partir de là, je ne représente que moi-même et mes idées. Et Ouais. ça peut être aussi un défaut parce que je te dis, il y a le côté indiscipliné qui peut quelquefois me jouer des tours. Parce que OK. c'est pas parce que j'ai pas peur de sanctions que je ne peux pas en subir, par exemple. Ouais. Pour Ouais, l'instant, ouais, je ouais. n'ai pas eu, mais bon, ça pourrait arriver. Ensuite, l'autre qualité, je dirais que je suis quelqu'un qui va se donner sans compter, qui Hmm. ne compte pas son énergie et qui a beaucoup d'énergie. Je crois avoir beaucoup d'énergie pour faire les choses. Par exemple, samedi prochain, je vais à Hyères, je vais faire dans la même journée 3 ateliers de 3 h 30 et une conférence. Mais à la fin de cette journée, je ne serai même pas fatigué. Wow. Je serai boosté par l'énergie que j'aurai reçue. Donc Ouais. ça, c'est une qualité, mais le défaut de cette qualité, c'est qu'en revanche, il arrive des moments où je suis complètement épuisé, où je ne peux plus rien faire. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, je n'arrivais plus à rien faire, mais même des choses simples. Ouais. Donc là, il faut que je me couche et que je dorme 12 heures d'affilée, tu vois. Et là, je me Ouais, recharge ouais, et c'est ouais. reparti. Mais c'est un défaut parce que je ne sais pas suffisamment réguler mon énergie. Je suis trop dans la générosité, dans le don, je peux arriver en situation, pas de burn-out, mais d'épuisement, où je vais plus pouvoir avoir d'énergie sur moi, quoi, être capable de faire des choses simples. Voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Oui, autre qualité qui est un défaut, je suis obstiné. Je suis, je suis têtu. Quand je veux quelque chose, j'y arrive. On m'a toujours dit, mais tu ne seras jamais docteur parce qu'il faut être dans une famille de docteurs pour être docteur. C'est des études qui. Voilà. J'ai dit non, moi j'y arriverai à être docteur. Je serai un jour docteur. Bon. Et voilà. Et mon obstination a fait que. Mais quelquefois, ça peut jouer des tours parce que quand on est têtu, on n'écoute pas trop les autres. J'ai aussi Hmm. ce défaut, c'est-à-dire que je suis à l'écoute, tu vois, on va me donner des conseils, quelquefois ils sont bons, quelquefois ils sont moins bons.
Et moi, je vais dire oui, oui tout le temps. Je vais dire oui, oui, vous avez raison, machin. Et puis, je pense dans ma tête, vas-y, parle, hein, je fais ce que je veux. Ouais. Tu vois? Et Ouais, c'est ouais. un peu, pour la personne qui a donné de l'énergie pour m'apporter quelque chose, c'est un peu décevant quand même. Donc, je Ouais, ouais, devrais ouais. être un petit peu plus à l'écoute. Je crois que je suis pas assez à l'écoute quand je suis dans mon truc, c'est fini, quoi. Je suis un taureau Ouais, ouais, ascendant lion, voilà. On peut me dire des arguments contre, tout ça, même s'ils sont bons, je vais pas savoir suffisamment les écouter. Donc, Mmh. c'est aussi un défaut. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, c'est intéressant. Et j'en profite pour dire, on est 267 personnes en ce moment. Merci à tous ceux qui sont là. Et j'ai Ah, vu super. passer, autant, j'ai vu Marc Leval qui est là, Marie-Joanne Croteau qui est là. Il Ah, y en a coucou des, Marc. des, des bons amis qui sont là. Merci à tous. Et il y en a peut-être d'autres que je connais qui ne sont pas là. Puis j'en profite pour mentionner, hein, je vois des commentaires passer un petit peu. Mais moi, à la fin du live, je relis tout. Donc, si vous avez des questions ou des choses comme ça, vous pouvez les écrire à ce moment-là. Prochaine question pour toi, mon ami. Pour le De quoi psy. est-ce que tu... Oui, oui. Alors, docteur Charbonnier, Oui, je vous écoute. de quoi êtes-vous le plus fier de vous dans votre vie? Sans hésitation, je dirais mes enfants, ma famille, Hmm, mon épouse Corinne, mes enfants Laurent, Damien. Je crois que ce qui m'a le plus interpellé dans ma vie, qui m'a le plus ému et qui m'a le plus touché dans toute ma vie jusqu'à présent, c'est vraiment la naissance de mes enfants. hmm, C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, les parents qui connaissent cette joie, ils savent bien de quoi je parle. Quand on voit arriver un être de chair comme ça, qui arrive avec son esprit sur cette planète, et ouais, que on se dit que c'est une partie de soi quelque part qui est arrivée là, c'est un miracle. Chaque fois, c'est un miracle. Comment un spermatozoïde a-t-il été sélectionné par la ouais. membrane de l'ovocyte? Une fois qu'il est rentré dans l'ovocyte, hop, tout se ferme, elle exclut tous les autres. Mais c'est un truc de fou. Comment elle fait? Euh, Comment euh, un individu est créé? On sait très bien comment ça se passe. Il y a un œuf, il y a deux cellules qui deviennent 4, puis 8, puis 16. Ça, c'est facile à concevoir. Mais comment des cellules arrivent-elles à se différencier en Hmm, tissu myocardique pour faire un cœur, en os, en viscères? Comment se fabriquent les yeux, le nez? Personne n'est foutu de comprendre comment ça marche. ouais, ouais, Personne. C'est un mystère, c'est un miracle chaque fois. Et on n'est pas suffisamment étonné de ça, je trouve. C'est ouais. tellement banal, mais c'est tellement miraculeux aussi. La Ben vie oui, qui arrive dans un corps et cette vie qui va devenir un homme, une femme, qui va évoluer dans sa vie pour faire des missions plus ou moins spirituelles, mais qui vont faire appartenir à un grand tout qui nous rassemble. On a l'air d'être éloignés les uns des autres, mais on est tous rassemblés. Il y a une image qui me plaît, c'est celle de, c'est pas, elle n'est pas de moi, mais je l'ai reprise. C'est celle des îles. Nous sommes comme des îles perdues dans l'océan. On a l'air d'être éloignés, mais on est tous reliés par le fond. On appartient ouais. au même socle. Mais on a ces expériences dans les TCH, on les a aussi dans les expériences de mort provisoire. Les gens font cette expérience du tout. À un moment donné, ils disent, j'ai eu l'impression d'être uni à la conscience universelle, mais aussi à tout le monde, à tous les êtres, à tout Ouais, le vivant. Donc oui, ça c'est très fort, c'est ce qui m'a étonné le plus dans ma vie. ouais, ouais. En effet, c'est quelque Il chose, y je a pense, comme ça, tu le et puis il y a mentionnes. Oui. aussi, de l'autre côté, mais ça c'est aussi par rapport à la vie et la mort, le retour à la vie après un massage cardiaque. C'est une renaissance. C'est Hmm. complètement magique ça aussi. Ça, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai assisté à ça, c'était en SAMU. Ah, OK. C'était un truc incroyable. C'est une femme qui téléphone, elle dit venez vite, etc. Mon mari vissait une ampoule dans la cuisine et il est tombé. Je crois qu'il est mort. Et puis venez vite, vite. Et puis elle raccroche. Donc on ne savait même pas où elle était. Elle a Ah rappelé ouais. plus tard, quelques minutes plus tard, donc de perdu pour le rappeler.
en disant qu'est-ce que vous foutez, vous n'êtes pas... Eh ben non, on n'a pas votre adresse. Donc, enfin, temps perdu, etc. Je passe sur les détails. On arrive là, ce malheureux était allongé sur le carrelage de sa cuisine. On avait fait sortir sa femme et ses 2 enfants, et on commence les manœuvres de réanimation. Moi, j'étais là comme observateur, puisqu'à l'époque, j'étais pas encore réanimateur, et c'est le réanimateur qui me commandait en me disant soupe la bière, machin truc. Donc voilà, j'étais là, j'exécutais. On est resté une demi-heure là, à masser et à réanimer. Et au bout d'une demi-heure, on entend bip, puis personne ne bouge. Bip, 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 bip. La vie revient dans ce corps. Wow. Et là, le réanimateur, il me regarde, il a les yeux mouillés par la sueur ou les larmes, je ne sais pas, d'émotion, et il me dit, Ouais. il est reparti. On a gagné, il est reparti. Et là, c'est magique, on se dit, mais Wow. oh, la vie revient dans un corps, elle était perdue, et elle revient. Ouais. Wow. J'en ai des Euh, frissons. Ah ouais, ouais, ça fait partie des moments forts. Et tu vois, c'est chaque fois relatif à la vie et à la mort, ces moments forts. La naissance, c'est ça, c'est une vie qui arrive sur cette planète. La Hmm. renaissance après un arrêt cardiaque, après une expérience de mort provisoire, c'est pareil, c'est la vie qui revient. Et ça, c'est terriblement émouvant, c'est miraculeux. Ah ouais. Ah ouais. Et ça doit être gratifiant de contribuer justement à stimuler ça, cette renaissance-là, d'avoir ce Ben rôle-là. oui et non. Parce que oui, au début, parce que on se prend un petit peu pour le sauveur, mais en fait, non. On était là, on a fait notre job, c'est tout. Qui a organisé les choses? Qui a organisé le fait que cette femme puisse téléphoner, qu'on ait pu entendre son deuxième discours donnant son adresse, qu'on puisse arriver en temps voulu, suffisamment tôt en tout cas, et suffisamment motivé et acharné? Il y a des réanimateurs qui auraient peut-être arrêté avant, pour espérer de voir repartir un cœur. Donc c'est pas nous Ouais. qui avons décidé tout ça. Je pense que nous, on est là avec notre savoir, mais il y a quelque chose, une énergie beaucoup plus forte que celle des réanimateurs qui réaniment et qui tuent aussi hein, des gens. Hein. Ouais. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Donc Ouais, ouais, ouais. voilà, euh, c'est pas nous qui décidons, c'est le grand Mhm. architecte, je crois. Ouais, Mais je ouais, suis ouais. pas franc-maçon, hein, je le dis, mais je pense qu'il y a un grand architecte. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça me passe par l'esprit, que tu réanimes quelqu'un puis qui était en colère contre toi parce qu'il était trop bien de l'autre Oui, côté? Ah oui, oui? oui, Ah oui? exactement. Je le raconte d'ailleurs dans un de mes livres. Une OK. personne qui m'a carrément engueulé parce qu'elle voulait pas revenir et que c'était tellement bien de l'autre côté qu'effectivement elle ne voulait pas être réanimée. Donc voilà, hein, on fait pas que des heureux. Hein. Ouais, ouais. Une autre question pour toi. Bon, ça touche un peu ce qu'on a parlé là, mais quel est un des souvenirs que tu chéris le plus, un de tes plus beaux souvenirs? Ah, il y en a tellement. Euh, c'est vrai, des souvenirs. Bon, je passe sur le côté familial parce que c'est toujours des souvenirs très émouvants qu'on a en famille. Ouais, Et ça, c'est assez personnel. Mais après, dans ma vie, je dirais professionnelle et dans ce qui nous passionne tous les deux, sur ces expériences de mort provisoire, ouais, il y a plusieurs choses qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait frissonner. Ces grands colloques internationaux auxquels j'ai participé avec les plus grands noms scientifiques des personnalités qui s'intéressent à ces sujets, comme Raymond Moody, comme Mario Beauregard, que tu connais bien, ben oui. comme Eben Alexander, comme Pin Van Lomen, des gens qui s'occupent de physique quantique aussi, qui sont Philippe Guillemont, et il y a Emmanuel Ransford. Enfin, je Ouais, ne peux pas les citer tous parce que je vais forcément en oublier et les vexer. Je sais que j'en oublie, mais il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui m'ont marqué et qui m'ont donné de grandes émotions lorsqu'on partageait ensemble ces grands moments où il y a des ouais, milliers de personnes qui viennent nous écouter. J'en profite pour dire que la prochaine fois, ça sera le 6 avril, pardon, au Grand Rex. Donc là, il va y avoir 3000 personnes. Ça va être un gros ah événement ouais. aussi. On va de nouveau reparler de tous ces sujets passionnants, mais d'une façon Mhm. originale, mais j'en dis pas plus, on en saura plus dans quelques semaines, fin octobre. Et puis, il y a des grandes avancées, je pense. Et je pense en particulier à ce colloque international qui a eu lieu, le premier colloque international, on l'oublie bien souvent, et c'est dommage, organisé par une jeune fille
qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, pardon, Sonia Barcala, Oui. qui à l'âge de 29 ans a réussi la performance de réunir 2600 personnes à Marseille, à Martigues, pardon, pour parler de ce sujet. C'était la première fois. Mmh. Et là, il y a eu une émotion, un frisson continu durant toute cette journée, quoi. Rassemblé autour de Ah ouais. autant de monde autour de ce sujet, c'était formidable. Et puis, il y a d'autres moments d'émotion, comme tu sais que j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine, Oui. et lorsque François Lallier a soutenu cette thèse, j'étais là, bien sûr, en tant que directeur de thèse, et il a reçu la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est assez Ouais. rare en médecine qu'on donne cette récompense suprême. J'étais là pour partager ce moment avec lui, d'autant plus émouvant que dans sa thèse, on a pour la première fois, à ma connaissance, dans un document officiel de médecine, parlé de CAC et de CIE, de conscience, Mmh. de conscience intuitive extraneuronale et Ouais. de conscience analytique cérébrale, d'une conscience totalement délocalisée. Et j'en profite aussi pour dire que François Lallier vient d'éditer un livre que j'ai là. Tu vois, je fais la pub pour les. Je ne sais pas si vous le Mis voyez. Oui, oui, c'est parfait. Le mystère des expériences de mort imminente. Voilà, Le mystère des expériences de mort imminente. C'est un livre qui est publié aux éditions Le Duc. Et je crois que c'est un livre qui va faire date. Parce que François Lallier a étudié 118 cas d'arrêt cardiaque. Donc c'est la deuxième étude la plus importante réalisée euh, sur ce sujet. La première étude, c'est Pin Van Omen qui en a la primeur avec 344 arrêts cardiaques et il a publié dans The Lancet son étude. Il y a eu une autre étude avec un battage médiatique qui n'était pas justifié, qui avait été faite par Samparnia qui a publié une étude sur ce sujet qui reposait sur une cohorte en fait de 2060 patients en arrêt cardiaque. Ça s'est passé sur 15 hôpitaux en Angleterre et les médias ont dit que c'est l'étude la plus large jamais réalisée. Donc elle devance celle de Pin Van Hummel qui était à 344, mais pas du tout, parce que Ouais. quand on lit l'étude en anglais, on s'aperçoit que sur les 2060 personnes qui sont en cause, il s'agit de 2060 arrêts cardiaques, que sur ces 2060 arrêts cardiaques, 330 ont été réanimés, 140 personnes, 140 d'entre eux étaient interrogeables et 101 personnes seulement ont été interrogées. Alors que dans la thèse de François Ah, Lallier, 118 personnes. Donc c'est à peu près pareil, mais ça veut dire que ouais. le battage médiatique qui a eu lieu autour de cette étude de Samparnia, euh, la presse, la grande presse, grand public a titré l'étude la plus large au monde jamais réalisée, plus de 2000 personnes étudiées en arrêt cardiaque. C'est faux, c'est 101 Ouais. personnes. Donc, dans ce livre, Le mystère des expériences de mort imminente, que j'ai préfacé avec plaisir, François Lallier parle de la théorie quantique de la conscience, de ma théorie de conscience intuitive extraneuronale et de conscience analytique cérébrale. Et vraiment, il fait avancer le schmilblick parce que il propose. Vous ne connaissez pas au Canada le schmilblick, c'est un terme qui dit il fait avancer les choses. Euh, OK. voilà. Il y a des Merci. expressions comme ça. C'était un Ouais, jeu ouais. en France, c'était un vieux jeu où il fallait deviner une chose qui s'appelait le schmilblick. Alors OK. voilà, c'est resté. Même les gens qui utilisent ce mot ne connaissent même pas la signification souvent, parce que c'est tellement vieux. Et donc, dans ce livre, il propose une autre façon de concevoir à la fois l'expérience de mort imminente, qu'il qualifie lui-même d'expérience de mort provisoire, comme le fait Mario Beauregard, et aussi d'introduire la théorie quantique. Pin Van Neumann avait fait un petit peu ça aussi dans son livre, mais là, il le fait en utilisant la conscience intuitive extraneuronale et la conscience analytique cérébrale. Donc voilà, je suis très content de ce livre OK. et je vais le défendre avec vigueur parce qu'il mérite vraiment d'être défendu. Ah, ben c'est super ça.
Ça pourrait être intéressant que je fasse un Facebook Ah Live oui, avec lui éventuellement, oui, peut-être, oui, si, absolument. Il te faut le s'il recevoir. accepte. Oui, oui. Super. Prochaine question pour toi. On a tous vécu dans notre vie des moments, parfois que c'est des situations difficiles, mais que par la suite, on se rend compte que ça se transforme comme en positif par la suite. Est-ce que tu as un exemple comme ça dans ta vie, tu dirais? Ah oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs exemples où on se dit, mince, ah là là, j'ai vraiment pas de chance, mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi, puisque je suis dans la bonne direction, Ouais, il m'arrive telle ou telle chose qui, on a l'impression, fait une barrière. Et en fait, quand on avance, on s'aperçoit que c'était pas une barrière, c'était au contraire un accélérateur. Mais ça arrive très souvent, très très ouais, souvent. Et là, ouais. la dernière qui m'est arrivée, c'est pour ça que je vais en profiter pour donner ce scoop. Je l'ai déjà annoncé pas sur Facebook, sur ma page, Ouais. donc mes suiveurs l'attendent peut-être. Euh, la dernière fois que j'ai publié sur ce sujet, j'ai eu beaucoup de likes et j'avais annoncé que plusieurs milliers de likes j'ai eu sur ce simple post. J'avais annoncé que j'ai abandonné 50% de mon activité d'anesthésiste pour me consacrer à la TCH. J'avais trouvé effectivement une personne qui acceptait de prendre 50% de mon poste et 50% du poste d'une autre personne. Hmm. Et donc c'était OK, c'était super parce que ça allait me permettre de pouvoir m'investir davantage. Et puis là, coup de théâtre, il y a quelques semaines, un de nos associés nous quitte. Donc cet associé nous quittant, la personne qui devait faire 50-50 prend sa place, le 100% de la personne. Et donc tout tombe à l'eau et je me dis, mais bon sang, mais pourquoi ça m'arrive alors que je suis sur le chemin de la TCH et quand je suis sur le chemin de la TCH, au contraire, j'ai des coups d'accélérateur. Alors en fait, je crois que c'est un coup d'accélérateur. Bon, bien que je sois vraiment actuellement très, je veux dire, sur la sellette, puisque j'essaye de... J'avais prévu des activités de TCH, je rassure tout le monde, on va honorer tous nos contrats et tout ce qui a été prévu en séance de TCH, que ce soit en Belgique, en Suisse ou partout ailleurs. Mais il n'empêche que je jongle parce que j'essaye de trouver des remplaçants au pied levé et Ouais. comme par hasard, je finis toujours par en trouver à la dernière minute. Mhm. On m'aide, l'univers m'aide, mais aussi Ouais. ça m'a fait comprendre que peut-être c'était un signe pour dire que il fallait que je donne 100% de mon activité à quelqu'un. Et là, ça sera beaucoup plus facile, je pense. Et je profite de Hmm. ce Facebook pour faire un appel, pour dire que voilà, je suis... alors, on ne sait pas trop comment ça se passe quand on est à l'extérieur, mais quand on est médecin anesthésiste réanimateur, quand on est spécialiste, qu'on soit chirurgien ou autre, hein, et qu'on travaille dans une structure, eh bien, soit on travaille à l'hôpital, si on est docile et bien gentil, soit on va travailler dans le privé. Donc moi, j'aurais pu faire une carrière effectivement à l'hôpital, devenir chef de clinique, sûrement, je pense, j'aurais poussé jusqu'au au professorat parce que je suis quelqu'un qui, quand fait quelque chose, je suis un travailleur. Donc, mais le système de hiérarchie de l'hôpital ne m'a pas convenu. Et très vite, j'ai compris que ce système de hiérarchie pyramidale, c'était pas fait pour moi. Je suis trop indiscipliné, je suis trop freelance. Donc c'est pour ça que Ouais. j'ai voulu m'installer dans le privé. Alors quand on s'installe dans le privé, il faut financer son poste. On rachète un contrat. Et ce sont des achats qui sont lourds, hein, parce que pour donner une idée, ça correspond à l'achat d'une belle maison. Quand on veut s'installer dans Ah le ouais. privé, ah oui, oui. Ah oui, à On, ce point-là, wow. ah oui, oui, on s'endette. Donc moi, comme j'avais pas d'argent, je suis issu d'un milieu modeste, je me suis endetté pendant 20 ans hein, pour pouvoir payer ma place dans le privé. Et je me suis dit, je récupérerai tout ça au moment où j'arrêterai mon travail. Alors là, je suis dans une situation où je suis dans un établissement, bon, à Toulouse, je ne dis pas lequel parce que c'est interdit de faire la publicité sur Facebook, je le sais, hein, j'ai eu des rappels à l'ordre là-dessus, il ne faut pas citer le nom OK. dans l'établissement dans lequel je travaille. Bon, ok, bon, je suis docile, j'écoute. Donc, je suis dans une grosse clinique
qui, dès le 1er novembre, va déménager pour prendre ses fonctions dans un gros établissement énorme qui va rassembler 3 cliniques en fait. Et ça va être la plus grosse clinique, une des plus grosses cliniques d'Europe. Donc c'est un outil tout neuf. Il va y avoir 21 anesthésistes qui vont travailler dans cet outil dans d'excellentes conditions. Donc alors la proposition que je fais, c'est la suivante. Je ne suis pas un homme d'argent, l'argent ne m'intéresse pas. Donc je dis ici, et je le réécrirai, s'il y a un confrère qui vient de terminer ses études, qui veut intégrer une structure neuve, avec un poste quand même intéressant. Alors dans mon équipe, il n'y aura ni de garde sur place, ni d'obstétrique. Je le dis parce que c'est un peu technique, mais les anesthésistes qui vont m'écouter le savent. Je cède ma place, je la donne. La personne qui arrivera n'aura à débourser 0 €. Elle arrivera les mains dans les poches avec son diplôme et je lui donne ma place. Parce que je suis obligé contractuellement, bien sûr, si je pars, d'assurer le suivi. Et si cette personne arrive, eh ben, elle prend ma place et je m'en vais. Voilà. Donc, je ne suis pas un homme d'argent, Wow. je ne suis pas un businessman, contrairement à ce que veulent faire croire certaines personnes qui m'attaquent. L'argent ne m'intéresse pas, ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est la TCH, c'est rendre service aux gens par l'intermédiaire de cette technique. Et je vois qu'il faut la développer, il faut que je mette en place des formations, il faut que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet. Et ça sera une bonne façon de le faire. Je crois que l'univers me met sur Ouais. cette ligne directrice. Je crois que j'ai bien compris le message. Donc, j'espère qu'il y aura très rapidement Wow. un confrère qui viendra me remplacer. Wow, wow, c'est tout qu'une offre, hein. Je ne sais pas s'il y a un de ces Ouais. confrères-là qui écoute en ce moment, mais c'est vraiment un très En beau plus, c'est cadeau que tu Toulouse. as. Toulouse, c'est une ville universitaire. Ça bouge beaucoup. Il fait beau, il fait chaud et on mange de bons cassoulets à Toulouse. Ah ben c'est super, ça c'est vraiment un Ben, gros je scoop profite de ton et émission pour le dire et je remettrai aussi une annonce sur Facebook parce que c'est urgent, quoi. Voilà, j'ai ouais, envie que ça se passe de cette façon. parfait. Super. Pour continuer, j'avais oublié un petit bout tantôt sur quand on parlait de l'enfance et parce que j'ai des sources qui sont secrètes qui me Ah, permettent d'avoir des photos de toi quand tu étais plus jeune. Et donc, on va faire venir à l'écran une petite première photo où on voit, tiens, en solo. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose quand tu regardes ça. je la vois pas, moi. Ah, tu la vois pas à Non. l'écran? Ah, c'est dommage. Je vais voir si je peux, par exemple. Ah, oh, c'est dommage que tu la vois pas. T'es sur le bord d'une fenêtre. T'as l'air très jeune avec la main sur le coude. Ah, je sais pas comment faire pour que tu la vois. Tantôt, ah ben écoute, je vais voir si je fais. Non, je vois pas. Je vois pas non plus comment tu as eu une photo de moi. Oups. Ah, c'est dommage. Ben, c'est Corinne qui avait été la complice. Et... Ah, c'est elle Bon, qui ben, nous a donné la photo. Bon. oui, ben, il y a une autre photo. Je vais la montrer, même si tu ne la vois pas. Il y en a une que tu es un enfant de cœur en train de lire. Ah oui? Euh, oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, ça aurait été le fun que tu les vois en même temps. Bon, c'est dommage. Je te les enverrai par la suite, mais au moins les Ouais. autres peuvent, peuvent voir ces belles photos. On me OK. reconnaît? Ouais, quand même. Ouais, quand même, un petit peu. Bon, ça va. OK. On continue, on continue. Euh,
Ah oui, ça peut être intéressant. Bon, tu as abordé un petit peu le sujet tantôt, mais je te repose la question, on va voir si tu n'as pas quelqu'un d'autre. Qui sont peut-être une ou deux personnes qui ont vraiment eu beaucoup d'influence sur ta vie? Et ça peut être des personnes que tu as côtoyées toi-même, ça peut être des auteurs, mais que tu dis, cette personne-là ou ces deux personnes-là, ils ont vraiment une influence sur ma vie. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Je pense que j'ai eu des professeurs d'école qui m'ont impressionné. J'ai eu l'image de mon médecin traitant qui m'a impressionné. Parce que le médecin traitant, je l'ai pris pour Dieu à un moment donné. Parce Ah que, oui. oui, mon père souffrait d'arythmie. Et à l'époque, il n'y avait pas de défibrillateur, il n'y avait pas de pacemaker, tu vois, les piles qu'on met. Et je pense que c'est ce qu'il devait avoir parce que son cœur se ralentissait. Et puis, quand son cœur était trop ralenti, pof, il tombait dans les pommes. On appelait le toubib, le docteur, et il venait avec sa sacoche. Il lui faisait une piqûre probablement d'adrénaline, je pense, un Ouais. accélérateur du cœur. Et là, mon père se réveillait. Je disais, waouh, c'est trop génial, c'est ce métier que je veux faire, je vais être docteur. Et à partir de là, très tôt, j'ai dit à mes parents, je vais être docteur. Et ils me disaient, mais non, parce qu'il n'y a que les fils de docteurs qui arrivent à être docteur, tu n'y arriveras pas. Mais, bon, évidemment, obstiné comme je suis, j'ai dit, si, un jour je serai docteur. Vous verrez, j'y arriverai. Voilà. Et donc, ça a été un personnage qui m'a influencé, bien sûr. Et puis après, bon, il y a eu toutes les lectures que j'ai eues, donc toutes les personnes qui, effectivement, qui m'ont impressionné et qui m'ont influencé. Puis des personnes qui comptent dans ma vie, qui m'aident, qui me soutiennent. Je pense à deux en particulier en ce moment, et je sais qu'ils m'écoutent, c'est Marc Leval et Étienne Dupont, qui sont arrivés à une période de ma vie où j'allais arrêter la TCH quand même. Et là, ils Hmm. sont arrivés, ils savent pas comment ils sont arrivés, mais l'univers les a mis sur ma route. Et maintenant, on fait cette route ensemble. Et vraiment, c'est une belle route. C'est une amitié solide, quoi. Je sais que elle sera indestructible. Donc, c'est Ouais. quelque chose de fort. Ouais. Des personnes qui ont compté et qui comptent. Il y en a beaucoup dans ma vie. Et Ouais. je crois que quand on donne de l'amour, on en reçoit aussi. Et c'est mathématique. Quand Ouais. tu sèmes la colère, la haine, la méchanceté, le truc, ça te revient comme un boomerang dessus. Mais quand, Ouais. au contraire, tu donnes de l'amour, tu donnes de la tolérance, tu donnes de l'empathie, tout ça, ça te revient aussi. Et, voilà, ce sont toutes des belles personnes là qui m'entourent. Et même toi, Ouais. je Ouais. suis heureux de t'avoir rencontré. Tu le sais, euh, ce morceau de guitare que tu nous as joué enfin, plusieurs, que tu nous as joué sur la terrasse en buvant un peu de vin et de charcuterie, tout ça, ce sont des moments forts de l'existence. C'est ça les moments Ouais. forts de l'existence. C'est tout ce partage. Et Ouais. Ouais. voilà, Ouais. vraiment, on bénit Ouais. le ciel de nous donner toutes ces opportunités. Ouais, vraiment. Ouais, en tout cas, c'est réciproque à mon ami, c'est vraiment une belle rencontre. Puis Ouais. justement, ça fait le pont vers une autre question que je voulais te poser. C'est quoi pour toi l'amitié? Parce que tout le monde dit, ah, j'ai des amis, mais c'est quoi pour toi l'amitié? Un vrai ami, c'est quoi? Moi, je pense qu'un vrai ami, c'est celui qui est là quand on en a besoin. Hmm. Pas forcément qui va donner des solutions, pas forcément qui va donner des conseils, mais il est là. Il est là présent. J'ai regardé il y a 2 jours un film qui s'appelle, peut-être vous devez le connaître au Canada, 120 battements cardiaques. Vous ne connaissez pas ce film? Euh, C'est un film qui a été primé à Cannes OK. en 2017. Donc il a reçu un César. Et meilleur film, meilleur, enfin il y a eu plusieurs même. Et ce film, c'est l'histoire d'une amitié. Ça se passe donc dans les années SIDA. Euh, ACT UP est donc une association de personnes victimes du sida. Et plus que le SIDAction, ils ont vraiment bouleversé les mentalités, ils ont fait des opérations coup de poing, ce sont eux qui ont mis un préservatif géant à l'obélisque, enfin, ils ont fait des OK. grosses opérations. Alors le film, on voit Act Up, c'est assez flou, il y a toutes ces réunions et cette façon d'applaudir comme ça, en faisant ça pour pas
que la parole soit inaudible, enfin tout un tas de codes comme ça. Et puis ça focalise progressivement sur l'amitié de deux hommes, une amitié qui est magnifique, avec des relations de cœur exceptionnelles, des relations charnelles aussi, très, je veux dire, qui sont filmées avec beaucoup de pudeur, beaucoup de tact. Et c'est très beau, même cet amour physique qui est Mmh. entre ces deux hommes, c'est très beau, c'est très bien filmé. Et là, on voit un des deux, donc qui va mourir, il l'accompagne jusqu'à la fin, il est dans son appartement, il est avec sa maman, la maman de celui qui va mourir, ils partagent cette fin de vie ensemble, jusqu'au bout il est là jusqu'au bout, il va même respecter ses dernières volontés, qui étaient étranges, c'est une histoire qui a existé, mais c'est bien ce qui s'est passé. Il a voulu que ses cendres soient répandues de façon théâtrale au moment au moment d'une réunion, d'un laboratoire festoyant, voilà. Donc, on voit, c'est les dernières images du film, on voit les Act Up qui arrivent au milieu de ce banquet avec OK. du champagne, des toasts, cette pyramide de verre, et avec une musique incroyable, on voit Act Up qui arrive et qui répand les cendres de ce Mmh. pauvre, de ce pauvre garçon au milieu du banquet, et hein, sous les cris horrifiés de ceux qui Ouais, festoyaient. ouais. Et il est allé jusqu'au bout, même au-delà de la mort, il est allé jusqu'au bout de son Ouais, ouais. amitié pour réaliser son rêve et ses dernières volontés. Donc je crois que c'est ça l'amitié vraiment. Ouais. L'amitié, c'est partager jusqu'au bout les choses même les plus difficiles. Mais Ouais. bien souvent, lorsque les choses bien difficiles arrivent, eh ben, il n'y a plus d'amis, quoi. Les vrais amis restent, mais je le vois, des gens qui ont des Mmh. graves maladies, on les fuit, des gens qui ont un deuil très, très douloureux, comme la perte d'un enfant, on les fuit, parce que les gens fuient le malheur, parce qu'ils ont peur que ça soit contagieux, et ils veulent même pas partager ça, quoi. Ça, ce sont pas des amis. Ouais. Je suis désolé, Ouais. c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est beaucoup plus fort que ça. Ouais. Mais c'est très Ouais, beau ouais. aussi, quand ça arrive. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, merci. Mm. Heu, on arrive vers la fin. Une question pour toi. À combien de pourcentage dirais-tu que tu crois qu'il existe une vie après la mort? Ah ben là, je suis pas de ceux qui disent je suis à 99,9% sûr, je suis à 100% sûr. Je suis à 100% sûr. Pour moi, ça ne fait Mmh. pas l'ombre d'un doute. Je Et suis quelles sont sûr, les évidences qui t'amènent à penser ça? mais c'est Quelque ma vie, chose, ouais, simplement. C'est ce qui m'est arrivé au moment où j'ai pas pu réanimer ce patient. Ça a commencé là, mais pour moi déjà là, ça devenait une évidence. Lorsque je ressentis cette présence qui sortait de ce corps par la tête, alors que je veux dire, j'avais pas du tout, hein, j'étais pas du tout dans un état de conscience modifiée, et pourtant j'ai ressenti cette présence qui partait, comme le décrit Raymond Moody dans les expériences de mort partagée. J'ai eu cette expérience de mort partagée, et puis mes recherches et mes études me font dire, ben oui, c'est obligatoire, il y a une vie après la mort, parce que sinon tout ça ouais, n'existerait pas, tous ces témoignages n'existeraient pas, tout ce qui est vécu en TCH n'existerait pas. C'est une évidence. Alors, la démonstration ne peut pas être scientifique, parce que les sciences telles qu'on le conçoit, malheureusement, sont trop restrictives. C'est comme si mmh, on regardait avec une toute petite lorgnette comme ça l'ensemble de l'univers. Ça focalise sur des détails et puis tout le reste est occulté. Pour que quelque chose soit scientifiquement reconnu, il faut que ça soit reproductible et mesurable. Voilà. Alors là, c'est scientifiquement ouais, reconnu comme une vérité. Mais il y a des choses qui ne sont ni reproductibles ni mesurables. Est-ce que l'univers est mesurable? Non. Est-ce qu'il est reproductible? Non plus. L'amour, c'est pareil. L'empathie, c'est pareil. La vie après la mort, eh ben, c'est pareil. C'est pas ouais, mesurable et c'est pas reproductible. Mais pourtant, ça existe. Et c'est là ouais, où le raisonnement est illogique. Ils disent, puisque ce n'est pas démontrable scientifiquement, ça n'existe pas. Ben non. Il y a des choses qui existent et qui ne sont pas encore démontrables scientifiquement. Simplement, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nos sciences sont trop restrictives. Elles sont trop mmh. restrictrices et elles ne permettent pas d'appréhender un phénomène qui nous échappe totalement. Peut-être qu'un jour, on arrivera à voir des éléments de mesure
reproductible, mais Ouais. pour des raisons éthiques, on ne peut pas faire des expériences en faisant, comme dans le film, l'expérience interdite, provoquer des arrêts cardiaques et puis revenir Ouais, voir ouais, ça. ouais. Ben, de toute façon, ce sont des témoignages. Donc, alors les témoignages, c'est pas scientifique. Ouais, mais à Mhm. ce compte-là, rien ne nous prouve que Napoléon a existé, puisque tout repose sur des témoignages. Rien ne Mhm. nous prouve que l'ours blanc existe si on ne l'a pas vu soi-même. Donc tout ça repose sur des témoignages. On est bien obligé de croire ceux qui ont vécu ces expériences. Enfin, moi, ça me semble Ouais, ouais. tellement évident. Ouais, ouais, Je ouais. te dis, pour moi, ça ne fait pas. Je ne suis pas à 99,9%, pas du tout. Je suis à 100% sûr, oui, que nous avons une vie après la mort et que ça continue après. Et que l'esprit chemine avec donc une évolution spirituelle obligatoire. Mhm. Et pour moi, à tout le moins, ce que je trouve le plus convaincant, c'est tout le phénomène des perceptions véridiques, en fait. Oui, oui. Ça, c'est. Je ne sais pas si tu as un exemple de ce type de cas-là que tu pourrais partager qui aide justement à comprendre. Ben, dans les TCH, par exemple, dans les Ah TCH, oui, ouais. il y a il y a des phénomènes qui montrent bien que nous avons une conscience intuitive extranormale qui est connectée à des informations délocalisées. Pas plus tard que j'ai posté sur Facebook la semaine dernière une dame qui a deviné un numéro à 3 chiffres que son mari avait mis. Il était très sceptique. Il a dit, tiens, si tu fais une TCH, il paraît qu'on peut voir ce qui se passe à distance. Là, je mets un numéro. Il faudra que tu devines lequel. Et puis, la dame, elle fait sa TCH. Elle voit très bien son expérience se dérouler de façon correcte. Et puis, à un moment donné, elle voit un nombre qui s'affiche avec les 3 chiffres. Elle a un doute sur le dernier chiffre. Elle hésite entre le 3, le 8 et le 9. Et en fait, c'était un 3, je crois, ou un 9, c'était un 9. Mais les deux premiers, elle les avait trouvés très bien. Donc, Wow. cette expérience-là, il y a cette expérience de cette femme qui voit son fils dans un supermarché avec un manteau jaune et un bonnet gris, alors elle ne connaissait pas cette tenue. Et pourquoi elle le voit? Elle a peur, parce qu'on est censé voir les décédés. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Il lui tardait de rentrer chez elle. Et au moment où elle rentre chez elle, son mari se gare, descend par la porte du passager, son fils, revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris. Son père venait de lui acheter cette tenue improbable. Donc là, je veux dire, d'où vient l'information? Elle est bien allée la pêcher quelque part. Ouais, ouais. Là, il faudra quand même qu'on m'explique comment c'est possible. Voilà. Donc, il y a tout un tas de. De toute façon, à partir du moment où on admet qu'il y a une vie après la mort, qu'on a une conscience intuitive extranormale reliée à la conscience analytique cérébrale, et qu'au moment où la conscience analytique cérébrale se met en sourdine, on a accès à cette source d'information, eh ben, les choses qui étaient inexplicables deviennent rationnelles. Donc, on est obligé d'en passer par là, je dirais. Après, peut-être qu'on va affiner tout ça. Ouais. Mais déjà, on l'appréhendait depuis pas mal de temps. Ces expériences de sortie de corps, ces expériences qui montrent que oui, la vie continue lorsque le cœur s'arrête. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est au Ouais. courant. Et puis depuis mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a plus d'activité électrique. Alors, je veux dire, ça a du mal à circuler l'information, hein, parce que là, Ouais. mais les gens, c'est une information qui est transgénérationnelle. Depuis des générations, on dit aux gens, personne n'est revenu de la mort, lorsque le cœur s'arrête, c'est fini, on est mort. Et Mhm. c'est très récent, hein. Je regardais encore un film il n'y a pas longtemps où on voyait Humphrey Bogart, c'est un acteur de cinéma, qui est dans un policier. On entend le bruit d'une détonation de pistolet, et puis on voit un homme allongé sur les bords, sur les quais de la Seine, et Humphrey Bogart qui se précipite et qui son oreille contre le thorax, et il dit il est mort. Et oui, le cœur s'est arrêté. Il n'a pas fait de massage cardiaque, à l'époque on n'en faisait pas. Donc c'est pour la Ouais. première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on revient de la mort clinique. La première fois. Et c'est la première fois qu'on a autant d'expériences, et on en aura de plus en plus, parce que les secours vont être de plus en plus présents, les défibrillateurs automatiques arrivent. Je veux dire, Mhm. le discours est de moins en moins marginal, puisque les gens, enfin, osent parler. Et je suis content parce que dans mon livre, Contacter nos défunts par l'hypnose, les TCHistes ont signé de leur nom, prénom, nom,
Donc on peut les retrouver, on Ouais. peut authentifier tous les témoignages qui sont là. Alors qu'à l'époque de Raymond Moody, dans les années 70, quand il a publié ce livre Life After Life, vous regarderez, mais il n'y a que les initiales. On pourrait tout aussi Mmh. bien dire qu'il a inventé tout ça. Tout simplement Ouais. parce que les gens avaient peur à l'époque de témoigner. Ouais. Ils avaient peur de raconter les disciples, ils avaient peur d'être pris pour des fous. Aujourd'hui, c'est pas presque l'inverse, mais on n'en est pas loin. Les gens aiment parler Ouais. de leurs témoignages et ils aiment partager et Mmh. ça fait un bien fou. Ils se rendent compte à quel point ils peuvent rendre intéressant ces expériences. Je m'amuse à publier sur, enfin c'est pas un amusement, c'est quelque chose, c'est plus que, c'est vrai que ça m'amuse parce que ça bouleverse tellement, ça fait tellement bouger les lignes que ça m'amuse. Je dis, ah, il y en a encore qui vont dire, ah là là, là, il en a encore une comme ça. Comment c'est possible? Mais je, je, je mets ces témoignages avec les noms et les prénoms. Il est rare, il est très rare, parce que je demande toujours l'autorisation de publication avant de publier sur Facebook. Il est très rare que la personne me dise non, je ne veux pas être, apparaître sur Facebook. Pourtant, je veux dire, bon, elle est sûre qu'elle va recevoir des détracteurs qui vont dire ouais, ouais, etc. Vous avez été victime d'une hallucination, etc. Mais non, elles n'ont pas peur d'apparaître sous leur identité et je les remercierai jamais assez parce que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est En comme ça, effet. lorsque les gens oseront dire ce qu'ils ont vécu lors de ces TCH, lors de ces arrêts cardiaques, lors de ces anesthésies aussi. Pendant les anesthésies, il y a des gens qui vivent des choses. Moi, je m'en Mmh. aperçois parce que les gens me parlent, mais j'ai des collègues, bon, plus fermés, on va pas aller leur dire ce qui s'est passé, évidemment. Mais moi, j'ai Ouais. beaucoup de témoignages comme ça, dans ce sens. C'est les gens, merci, merci de partager ça avec nous parce que Ouais. c'est grâce à ça que les choses vont avancer. Super. Dernière question pour toi, puis j'invite ceux qui écoutaient, si vous avez une question à poser à Docteur Charbonnier, vous pouvez l'écrire maintenant. La question que j'ai pour toi, en tant que psychologue, non, non. Comme tu le sais, bon, les expérienceurs, les médiums, les mystiques rapportent que quand on s'incarne, ben, on a une mission de vie, un contrat d'âme, bon, peu importe le nom qu'on lui donne. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à la question, quelle est ta mission de vie ou un élément ou des éléments de ta mission de vie? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Mais j'aimerais bien la connaître, ma mission de vie, parce que tu vois, je la découvre au fil de mon existence. J'ai vraiment l'impression d'être dans une petite barque avec de toutes petites rames qu'il y a des grosses vagues qui arrivent et qui me poussent dans une direction, que de temps en temps, avec mes petites rames, j'essaye de jamais d'aller à contre-courant, mais de ne pas chavirer, tu vois. Je m'équilibre comme ça, glac, glac. Et je sais pas très bien où je vais, mais j'y vais. Et en toute confiance en plus. Parce que chaque fois que j'ai voulu, au début surtout, ramer à contre-courant, je me suis ramassé. Chaque fois Hmm. que j'ai voulu aller dans une direction qui ne m'était pas montrée, je me suis ramassé. Donc là, je me dis, bah, tant pis, c'est ma route, c'est mon destin. Je ne parlerai pas de mission, mais c'est mon destin. On m'a mis sur la route de la médecine en m'envoyant ce médecin généraliste. On m'a mis sur la route de la réanimation et de l'anesthésie en me confrontant à ce patient, alors que je me destinais à une carrière de médecin généraliste que je ne suis pas parvenu à réanimer. On m'a montré la direction des médiums en me poussant donc à assister à des séances de médiumnité en direct. Et c'est là que j'ai eu aussi des expériences que tu connais, que je raconte. On m'a Ouais. poussé ensuite, on m'a poussé ensuite à faire de l'hypnose, puis de la TCH. J'ai rien demandé. On m'a vraiment indiqué ces directions-là. Maintenant, on m'a envoyé des bonnes personnes, Étienne et Marc, pour que tout ça fonctionne au mieux. Tout s'ouvre dans cette direction. Je vais sûrement pas ramer à contre-courant. C'est pour ça que je fais cette proposition. Je dis, ben, décidément, il faut que j'arrête l'anesthésie et que je Mhm. fasse de la TCH de façon exclusive. Donc voilà, je crois avoir compris ça de l'univers. Je me laisse Ouais. porter par tout ce qui est indication. Lorsque je reçois trop de signes qui me disent il y a trop de barrières pour aller dans une direction, tu vois. Euh, et c'est toujours, je m'en raconte après, c'est toujours des protections. C'est qu'il fallait pas que j'y aille. C'est que vraiment il fallait pas que j'y aille. Et Mhm. bon, je vais pas, je vais vexer personne, donc je ne vais pas détailler, mais c'est vrai.
lorsque j'ai trop de barrières pour aller dans une direction, pour aller à un rendez-vous donné, ça veut dire qu'il ne fallait pas que j'y aille. Et je n'y vais pas Ouais, parce que j'insiste pas. Il faut être dans le lâcher-prise. S'il y avait une grande leçon à tirer dans tout ça, c'est ce que ouais, j'ai dit encore au téléphone. J'ai eu mon fils avant-hier qui se fait un peu de ouais, soucis par rapport à sa profession, c'est dur, etc. Il veut faire au mieux, il n'arrive pas. Et il est désespéré. C'est comme ça que les dépressions s'installent, quand on se sent complètement dépassé. Je lui ai dit la chose suivante. Il te faut être dans le lâcher-prise. Tu fais de ton mieux, ça c'est sûr. Et ouais, puis que pourra, advienne que voudra. C'est pas toi qui décides. ouais. C'est là-haut que ça décide. C'est l'univers qui décide. Toi, tu fais de ton Ouais, mieux chaque fois. Il faut s'appliquer, faire de son mieux. Et puis après, il faut pas vouloir obtenir un résultat rapide à tout prix. Il faut pas vouloir enfoncer les portes lorsqu'elles sont fermées. Il faut faire de son mieux pour les ouvrir. Et ça, c'est complètement différent. Quand on a compris ça, ouais, toute la vie change. Mais vraiment, toute la vie change. Ça veut dire que la dépression s'en va, l'angoisse s'en va, on n'a plus peur. Si on n'a plus ces trois choses, quelle vie merveilleuse, quelle joie, quel mmh, bonheur. Euh, on est dans le lâcher prise, on fait de son mieux, et puis ouais, après, bon, les choses se font, elles se font pas, mais c'est pas nous qui décidons. Même lorsqu'on on essaye de réanimer un cœur, quand on fait les massages cardiaques, quand on reste pendant une demi-heure, quelquefois plus, au-delà du raisonnable, pour essayer de refaire partir un cœur, si le cœur ne repart pas, c'est qu'il ne devait pas repartir, tout simplement. ouais, S'il repart, c'est qu'il devait repartir. Mais c'est pas nous, réanimateurs, qui décidons. Nous, on est là pour faire des gestes. ouais. Et si on voit la vie comme ça, tout change. C'est le message que je voudrais faire passer pour terminer. Ouais. Ben, c'est Le- un très beau message pour terminer, en effet. Je pense que ça résume bien une position qu'effectivement, puis moi, je suis entièrement d'accord avec toi quand j'ai commencé vraiment à intégrer ça dans ma vie, d'arrêter de me battre par rapport à ce qui vient, mais d'accepter de lâcher prise oui, parce que c'est comme s'il y a un certain mouvement, tu sais, bon, la loi de l'attraction, tout ça. On dit, je veux avoir ça, mais en même temps, il y a le lâcher prise que dire, bon, ben, si ça ne vient pas, c'est peut-être que parce que c'était mieux comme ça, hein, parce que ouais, souvent, c'est exact. l'ego qui veut tel truc, mais il y a la vie qui sait ce qui est bon pour nous, puis c'est de faire confiance justement à cette intelligence supérieure-là que tout est pour le mieux, malgré tout, même si en apparence, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Donc, je trouve ça vraiment pertinent, ton commentaire. On va aller voir, on a une question de Nicole qui se demande, elle dit, Docteur, avons-nous tous un contrat d'âme selon, est-ce que c'est quelque chose qui est pour certains ou comment tu vois ça, toi? Oui, moi je le pense, mais ça c'est l'histoire de croyances personnelles. Je Ouais, saurais pas vous le prouver, c'est ma conscience intuitive extraneuronale qui reçoit cette information. Mais je pense effectivement que nous avons des épreuves spirituelles, et ils nous le disent de l'autre côté. De l'autre côté, ils nous disent, rien n'est grave, tout est juste. Vous êtes ici hmm, pour faire des expériences. Plus ces expériences spirituelles sont difficiles, et plus vous progressez spirituellement. Alors, quand on est dans la tragédie, c'est un discours qui est inaudible. Mais quand on l'a accepté, tout change. ouais, On accepte, hein, et on a un contrat qu'on a peut-être même choisi et signé pour évoluer. Quand on est de l'autre côté, on doit choisir ses épreuves. Moi, je le pense. Je pense ouais, que c'est pour ça que j'ai écrit. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pour clôturer, le livre La mort expliquée aux enfants, j'ai imaginé que deux âmes se rencontraient dans l'au-delà, et ce sont deux âmes des enfants qui n'ont pas fait de gros progrès sur cette planète parce qu'ils ne sont pas restés longtemps. Et puis ils ont fait que s'amuser, ils se sont saoulés, ils ont dragué des filles. Et puis finalement, ils ont rencontré un arbre et ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture. Et ils se rencontrent de l'autre côté. Et puis ils se disent, ah, cette vie, on n'a pas été quand même, ça n'a pas été terrible. Moi, il fallait que j'expérimente le pardon et j'y suis pas arrivé. Il va falloir qu'on revienne. Et l'autre lui dit, son meilleur ami lui dit, ben, si tu veux, je serai ton meilleur ennemi, et comme ça tu vas pouvoir progresser. Et ils redescendent sur notre planète, sur ce plan, et ils se souviennent de rien évidemment. Donc le plus grand ennemi était finalement
le meilleur de ses amis et c'est lui qui va l'aider Ouais. à le faire progresser. C'est un joli contrat d'âme, ça. Ben oui. Et, ben, selon les expérienceurs, c'est aussi quelque chose qui semble exister, hein? Oui, Que absolument. et même en hypnose, ce que tu dis là, je me rappelle d'un sujet à un moment donné qu'elle avait beaucoup de colère envers son père et qu'elle elle fait une expérience, elle connecte de l'autre côté avec l'âme de son père. Et encore là, c'est un vécu subjectif. Est-ce que c'est vrai ou non? On ne peut pas le vérifier scientifiquement. Mais quand la personne vit une expérience comme ça et qu'elle avait beaucoup de colère parce que son père ne l'avait pas aimé, l'avait maltraité, et que de l'autre côté, elle connecte, et c'était dans l'amour, et elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et qu'elle a compris que c'était un rôle qu'il avait joué, que c'était un contrat pour l'aider à développer X, Y qualité et tout ça. Et qu'après la séance, quand elle est revenue, c'était presque magique. C'est comme si, en fait, toute la colère s'était dissipée, comme si elle n'avait jamais existé parce qu'elle avait connecté avec un niveau de réalité qu'elle n'avait jamais vraiment Mm. perçu auparavant. Donc, c'est pour ça que les expériences de TCH, ces types d'expériences-là, sont très significatives pour les gens quand ça se passe. On ne peut pas forcer ce type d'expérience-là, mais quand ça se passe, c'est vraiment très touchant. Euh, Absolument. une autre, une autre question ici de Jeannette qui pose la question, pourriez-vous faire une séance via Facebook en direct pour les personnes qui n'ont pas les moyens? J'ai perdu mon fils et mon mari, j'aimerais tellement les revoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, faire une séance en Facebook direct pour les personnes. Euh, Moi, ça me gêne un petit peu parce que euh, on fait pas ce genre de choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas voulu commercialiser des vidéos ou pour que les gens puissent faire ça. Je crois que c'est une expérience euh, qui doit être forcément faite avec un certain nombre de précautions. On ne Ouais, peut pas balancer ça sur des réseaux sociaux, ça deviendrait n'importe quoi. On ne peut pas se passer de cette prière de protection qu'on fait avant les contacts, cet égrégore de prière qu'on fait en se tenant la main. C'est une expérience humaine qui doit être faite en groupe, ensemble ou à titre individuel. Euh, c'est un petit peu comme si on distribuait des tablettes de Ouija à tout le monde sans précaution. ouais, Non, moi je suis pas d'accord pour faire ce genre de choses ouais, comme ça, de cette façon-là. C'est trop intime, c'est trop personnel, et puis il faut prendre ses précautions. On peut pas contacter le monde des esprits n'importe comment, c'est pas un jeu. ouais, Euh, euh, le spiritisme pour s'amuser, faire tourner les tablettes de Ouija n'importe comment, non, moi je suis pas favorable du tout, et je ouais, pense ouais, même que c'est dangereux. Donc ouais. il faut des précautions, il faut être là. Il faut qu'on fait une expérience en groupe, il faut que cette expérience soit collective, il faut qu'on soit tous dans l'aventure, il faut qu'on soit présent. Donc il y a ces 3 heures et quelques d'atelier, quelquefois c'est 4 heures, et puis il y a après le suivi. Les gens Mhm. nous écrivent, on reste en contact, les TCHistes, Ouais, on les suit. À n'importe quel moment, presque je dirais du jour ou de la nuit, ils peuvent nous écrire par mail ouais. ou nous téléphoner. Et là, je remercie encore l'équipe de Marc Leval. Et il y a une personne, une salariée qui est exclusivement réservée au management des personnes, c'est-à-dire à recevoir les coups de téléphone, à classer les différents cas en fonction donc des ressentis, etc. Donc c'est un travail, oui, ça ne peut pas se faire sur Facebook, par les réseaux Ouais. sociaux, non, c'est pas possible. Ouais, effectivement, d'avoir un support, ça c'est important d'être encadré dans ce type d'expérience-là, je pense que c'est important. Ensuite, bon, après, l'argent, comme je dis, moi, l'argent ne m'intéresse pas, mais il en faut quand même pour faire Ouais. ces ateliers. Tu le sais, puisque tu en organises, c'est la face de l'iceberg, c'est l'atelier en lui-même, mais après, il y a tout ce qu'il y a autour de l'atelier. Il faut 2 heures pour le monter, autant pour le défaire. Il y a tout le travail en amont, en aval. Il y a une équipe qui s'occupe de la gestion, j'ai un cabinet d'avocats qui s'occupe de moi, j'ai une société qu'il a fallu monter, Mhm. Science et Hypnose, Conscience et Hypnose, pardon. Il y a, enfin, je veux dire, il y a des déplacements, il y a tout ça.
Ouais, Donc, ça coûte de l'argent, malheureusement. C'est obligatoire. Je ouais. ne sais pas si vous avez ce problème au Canada, mais je pense que non. Mais nous, en France, tout ce qui touche au domaine de l'argent est forcément sale. C'est comme ça, c'est une mentalité. Dès qu'une personne prend de l'argent pour faire quelque chose, c'est de l'argent sale. Voilà. Mhm. Donc c'est de l'argent qui est, en ce qui concerne la TCH, qui est pris sur la détresse des gens. Enfin, Ouais, y a des ouais. gens qui tiennent ce discours. Mhm. Voilà. Donc ça veut dire que les médiums qui reçoivent en consultation ne devraient pas se faire payer. Ça veut dire tout un tas de trucs. Alors qu'il y a un service Ouais, rendu, il y a un échange qui est fait. ouais, Grâce à cet échange qui est fait d'énergie, puisque l'argent c'est de l'énergie, je vais pouvoir me consacrer à ça pleinement, sinon ça aurait été tout simplement impossible. Et puis ça ouais. me donne une liberté totale, parce que j'aime avoir mon statut d'électron libre, donc je ne dépends ni de structures financières publiques, je ne demande pas un rond à qui que ce soit, ni de structures privées, j'aurais pu me faire financer par des labos, etc. Non, j'ai pas voulu. Tout ça, ou par des annonceurs, ou par la publicité, j'ai pas voulu non plus. Tout ça parce que je tiens à garder mon statut indépendant de Ouais, totale liberté. Voilà, c'est tout. ouais, Et l'argent, on essaye de faire en sorte qu'il soit calculé au plus juste. Il nous arrive ouais, lorsqu'on a des cas particuliers, d'offrir ces séances, d'avoir des invités. Il nous est souvent arrivé d'avoir des invités, on en a à toutes les séances. Donc, s'il y a des difficultés financières, il faut que les gens nous écrivent, on étudie le cas et puis on voit ce qu'on peut faire, mais on fait toujours le maximum pour ces cas-là. Donc, parfait. voilà. Mais pas par Facebook, non. Ouais, ouais, ouais. Pas sur les réseaux sociaux, c'est trop Ouais, dangereux, il faut prendre des précautions, il faut pouvoir ouais, encadrer les gens. en effet. Une toute Voilà. dernière question. Est-ce qu'au cours des séances de TCH, certains participants ont eu des informations ou des ressentis concernant l'avenir de la planète ou de l'humanité plutôt que des informations personnelles les concernant? Absolument. Ils ont reçu Hmm. des informations. En gros, s'il fallait faire un résumé, faites attention à votre planète, faites attention à l'eau, à la pollution, faites attention aux animaux, on les maltraite, on maltraite les animaux. Hmm. Ouais. Donnez davantage d'amour. D'ailleurs, je ne sais pas au Canada, mais il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande rouge. Il y a eu 12% de baisse de consommation de viande rouge cette année en France. Je ne sais pas si Ah c'est pareil. ouais. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui sont végétariens, même dans les jeunes, hein. Quand on voit ce qui se passe, peut-être que c'est dû aussi à la multiplication d'informations, aux possibilités de voir c'est ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages en batterie, c'est affreux ce qui se passe. Donc, Ouais. je pense qu'il Ouais. y a une prise de conscience aussi qui est là-dessus, qui est énorme. Donnez de l'amour aux autres. Ne vous en faites pas. Vous avez tendance à vous faire du souci pour rien. Rien n'est grave et tout est juste. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors voilà, voilà. Donc moi je répète, hein, ces messages qu'on reçoit en TCA, je pense que tu dois recevoir aussi les mêmes, on les retrouve aussi dans les expériences de mort provisoire. Les expérienceurs nous disent que quand ils étaient en contact avec la lumière divine, on leur a annoncé des choses, les mêmes messages, quoi. Mhm. Rien n'est grave, tout est juste. Et Ouais. donnez de l'amour aux autres. Faites du bien autour de vous. Faites attention à la planète. Attention à l'eau. L'eau, ça revient Ouais. très souvent en TCH. OK. Euh, il y a aussi des visions apocalyptiques, quelquefois, des tremblements de terre. On a eu quelque chose d'assez émouvant à Toulouse. On a eu une personne qui a vu une avalanche avec deux skieurs qui décédaient, deux jeunes skieurs, et la semaine suivante, il s'est produit cet accident dans les OK. Pyrénées. Et quand on a écouté les infos, on a tout de suite pensé à cette dame qui nous avait donné cette information en TCH, comme si elle avait été prévenue par un flash de voyance sur ce qui allait se passer. Wow. Ouais. Super. Ben, écoutez, on va terminer là-dessus. Un gros merci, Jean-Jacques, pour cette entrevue. C'était Merci à super toi. intéressant. Vraiment, c'est. Toujours un plaisir d'être Merci avec à toi. tout le monde aussi. Ben oui. Merci à tous qui écoutez en ce moment, que vous avez pu être quelque part d'autre, vous avez choisi d'être avec nous et on apprécie, c'est vraiment super. Si vous n'avez pas partagé, si vous désirez partager, c'est toujours temps. Ceux qui
ou si vous avez des amis qui n'ont pas pu le voir, ils vont pouvoir le regarder en différé, il n'y a pas de problème. Et éventuellement, comme je l'ai mentionné dans mon dernier live, je vais éventuellement avoir, j'ai pas encore des dates, mais je vais avoir une entrevue Facebook Live avec Daniel Meroy sur son livre, Ah, le livre super. secret de Joshua, et aussi Stéphane Alix sur son Wow. prochain livre. Donc ça, j'attends juste de recevoir le livre de Stéphane Alix pour pouvoir le lire et après ça, on va planifier une date, mais c'est super excitant, tout ça, c'est vraiment le fun. Donc, merci à Stéphane tous. Alix, Stéphane Alix, il fait bouger aussi beaucoup les lignes, qui a fait un travail Ouais, formidable avec sa revue Magazine Inexploré, avec l'INRES. L'INRES, oui. il y aura au mois d'octobre un documentaire INRES, puisque j'ai été invité à faire une web TV Ah sur lui. ouais, Oui, ok. Ah ben c'est super. Bon, ben ceci dit, je vous remercie. Bonsoir tout le monde, puis on se dit à au la revoir. prochaine. Au revoir tout le monde.